Dans l'épisode suivant de la querelle entre Je suis partout et le couple Cocteau-Marais, nous sommes cette fois-ci dans le fait divers. Sur le tournage du film Le pavillon brûle, Jean Marais distingue un joli figurant, ancien champion de natation, Paul Morien, et le ramène à Paris. Commence donc un ménage à trois avec Cocteau, Marais et le beau Paul Morien. Mais Cocteau est toujours à la recherche de sensations artistiques nouvelles, et à ce titre il fait la connaissance de Jean Genet, qui est un criminel endurci, qui se vante de rechercher en réalité les séjours en prison, car l'homosexualité y est pratique courante et quasiment tolérée, ce qui donne l'occasion de faire de nouvelles expériences, de nouvelles connaissances. Accessoirement, ce Jean Genet est également le plus grand poète ordurier du XXe siècle, et bien évidemment, à ce titre, il ne pouvait pas manquer de taper dans l'œil de l'esthète Jean Cocteau. Jean Genet est aussitôt adopté par la petite bande Cocteau, Marais et Paul Morien. D'ailleurs, Paul Morien sera son éditeur après-guerre. Passons donc, toute cette petite bande passe des jours heureux, mais Jean Genet est un voleur compulsif qui se fait prendre un jour, rue de la Chaussée-d'Antin, à voler des livres d'art. Enfer et damnation, un poète est en danger. Aussitôt, Jean Cocteau s'agite, court Paris en tous sens pour venir en aide au malheureux Jean Genet. Le jour du procès venu, en juillet 1943, il est présent, bien évidemment, avec Marais et Paul Morien pour assister au débat. Débat qui mérite quand même d'être reproduit en partie. Voilà l'interrogatoire du président. Vous connaissez le prix des livres que vous avez volés ? Jean Genet. Non, monsieur le président, je n'en connais pas le prix, mais la valeur. Vous êtes écrivain, que diriez-vous si l'on volait vos propres livres ? Jean Genet. J'en serais très fier. L'avocat de Jean Genet. Mon client termine une carrière, celle de voleur, pour en commencer une autre, celle d'écrivain. L'avocat donne ensuite lecture de la lettre que Cocteau lui avait adressée pour lui recommander Jean Genet. Ouvrez les guillemets. Mon cher maître, je vous confie Genet, qui vole pour se nourrir le corps et l'âme. C'est Rimbaud. On ne peut pas condamner Rimbaud. Fermez les guillemets. On connaît la servilité légendaire de la magistrature française vis-à-vis des puissants et des personnages influents. Donc, on ne s'étonnera pas que le président acquitte purement et simplement Jean Genet, alors même qu'il venait de condamner au maximum un malheureux chauffeur de camion qui avait volé un sac de farine, mais qui, il est vrai, n'était pas Rimbaud. Cocteau a donc gagné encore une victoire pour la cause LGBT. Cet édifiant fait divers ne fera pas l'objet d'un long article dans Je suis partout, mais d'un simple écho non signé, mais particulièrement ironique et malicieux, daté du 23 juillet 1943, texte intégral. L'honorable monsieur Jean Cocteau se tient toujours à l'extrême pointe de l'actualité. C'est ainsi que, par lettre adressée au président de la 14e chambre correctionnelle, il vient de révéler qu'il a découvert, ouvrez les guillemets, le plus grand écrivain de l'époque, fermez les guillemets, ajoutant, ouvrez les guillemets, vous pouvez m'en croire, je m'y connais, fermez les guillemets. Il s'agit en réalité d'un certain monsieur Genet, déjà condamné 9 fois pour vol, qui se prend pour Villon à cause de son casier judiciaire et pour Rimbaud en raison de ses mœurs préférées. Cocteau, Genet, une histoire de neveu peut-être.
Le dernier épisode de la querelle qui oppose Je suis partout au couple Cocteau-Maret aura lieu lors des représentations de Andromaque de Racine au théâtre Édouard VII le 29 mai 1944. Contrairement aux polémiques précédentes, celle-ci concerne quasi exclusivement Jean Marais. Oui, Jean Marais qui, depuis 1943 et le film L'Éternel Retour, est devenu une grande vedette du cinéma. C'est aussi une gloire montante du théâtre, et lorsqu'on est sous les feux des projecteurs de la célébrité, on s'expose aussi à être sous les feux des tirs de Alain Lobreau et de François Vineuil, surtout lorsqu'on s'attaque à Andromaque de Racine. Dans cette pièce, Jean Marais est tout à la fois metteur en scène, décorateur, et il interprète le rôle d'Oreste. Alors, quels sont les motifs de l'hostilité de Alain Lobreau et François Vineuil envers Jean Marais ? Le premier motif, et c'est le plus légitime, c'est que la mise en scène est particulièrement prétentieuse et que Jean Marais joue mal. Et oui, si Jean Marais aura beaucoup de succès, à juste titre, dans les films de Cap et d'épée des années 1950, il faut bien reconnaître que ses interprétations de jeunes premiers des années 1940 sont, peu convaincantes. Il surjoue, il est mal à l'aise, il est raide. Non, vraiment, son truc, ce n'est pas de courtiser Hermione au théâtre ou d'embrasser Madeleine Sologne au cinéma. Ce sont là des cascades autrement plus difficiles que de sauter sur un cheval du haut d'un balcon. Le deuxième motif, c'est que Jean Marais bénéficie de l'aide active de Jean Cocteau pour obtenir des premiers rôles. Alors le pistonnage, le copinage provoquent toujours une juste réaction d'hostilité, mais en plus quand le protégé n'est pas à la hauteur de la chance qui lui est offerte, il y a de quoi enrager. Le troisième motif tient évidemment au caractère provoquant de la relation homosexuelle entre Jean Marais et Jean Cocteau. Si le snobisme parisien est déjà insupportable à Alain Lobreau et François Vineuil, cela n'est rien comparé à ce que leur inspire le snobisme parisien homosexuel. On commence par un extrait de l'article de Alain Lobreau paru le 26 mai 1944 dans Je suis partout, et c'est dans cet extrait que Alain Lobreau trouve sa si géniale formule concernant Jean Marais, ouvrez les guillemets, c'est l'homme au Cocteau entre les dents, fermez les guillemets. Et ensuite on enchaînera avec l'article complet de François Vineuil paru dans Je suis partout le 2 juin 1944. Extrait de l'article de Alain Lobreau du 26 mai 1944 concernant les représentations de Andromaque au théâtre Édouard VII. Mais Andromaque, il faut l'avoir vu pour y croire. Dans son genre, c'est réellement inouï de perfection. Un démiurge pervers aurait voulu établir à jamais que M. Jean Marais et M. Alain Cuny n'ont aucun talent, que ce sont des comédiens d'une compacte ignorance et dépourvus de tout moyen, ils ne s'y seraient pas pris autrement. Cet Oreste, ce Pyrrhus, dégagé de l'écœurant climat qu'entraîne un tel spectacle, marqué du sceau de Corydon, simple détail, les hommes y sont nus, mais les femmes ne découvrent pas une rose de leur chair, et contre lequel s'insurge la santé, l'honneur d'être un homme, la simple décence. Cet Andromaque ne véhicule qu'un atroce ennui. Rendre Racine ennuyeux, quelle affaire! Il est vrai que Racine a joué à ses eunuques le vilain tour de les laisser se débrouiller sans lui. Il est impossible de dire que Racine était là. On a beaucoup remarqué son absence. D'ailleurs, où aurait-il été ? Pas dans les aboiements de gladiateurs ivres de M. Jean Marais, assurément. Ce terroriste en tunique grecque était seul à croire qu'il récitait des vers de Racine. Il a beau faire, en toute occasion et en tout lieu, il frelate ce qu'il mâche. C'est l'homme au Cocteau
entre les dents. Cet article de Lobreau est suivi la semaine suivante, le 2 juin 1944, par un article de François Vineuil, mais comme à cette date, la pièce Andromaque est déjà interdite par la préfecture de police, François Vineuil introduit un petit préambule à son article. L'arrêté officiel qui interdit l'indécente parodie de Racine constitue au premier chef une mesure de sauvegarde artistique. Le fait est assez neuf, chez nous, pour que l'on puisse s'en féliciter sans réserve. Qu'on ne traite surtout pas la couronne des martyrs au dénommé Jean Marais, en invoquant des précédents où l'hypocrisie bourgeoise fit condamner pour cause de moralité des œuvres de valeur. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, il s'agissait, sans plus, de balayer d'une scène parisienne un spectacle qui était artistiquement une ordure et constituait un attentat grotesque contre notre patrimoine littéraire. Voilà qui est fait. On regrette seulement qu'un public et une critique aboulique ne se soient pas chargés, séance tenante, de cette besogne. Les étoiles décrochées. On peut dire, sans grand paradoxe, que le principal événement du monde cinématographique, en cette quinzaine, est cet Andromaque, vu par le dénommé Jean Marais, dont Alain Lobreau vous a déjà entretenu vendredi dernier. En effet, si les 4 vedettes de ce spectacle n'avaient d'autre titre que ceux qu'elles se sont acquis à la scène, le théâtre Édouard VII aurait déjà changé d'affiche. L'état tapageur de cet Andromaque ne tient qu'à la renommée cinématographique de ses interprètes. Je ne reviendrai pas sur les qualificatifs vengeurs dont Alain Lobreau a cinglé cette exhibition qui devrait relever de la police, dans un état soucieux de défendre notre patrimoine national. Je réserve le cas d'Alain Cuny, non moins détestable que ses partenaires, mais qui ne possède pas encore leur célébrité, qui recèle en lui une certaine inquiétude non dépourvue de noblesse, et dont le malheur est sans doute d'avoir été jeté dans le pire esthétisme, dans l'effroyable rhétorique de Giono, avant d'avoir fait ses classes. Je veux parler de Madame Michel Alpha, et surtout de Madame Annie Ducos et de Jean Marais. Pour bien situer le débat et montrer que rien n'est plus étranger à une cabale, je rappelle que si je n'ai pas à cacher ma répulsion profonde pour le jeune Marais, j'ai souvent regretté que Madame Michel Alpha, qui est une femme charmante, n'eût encore trouvé aucun rôle au cinéma, où elle ne compte cependant plus ses engagements, et que j'ai à diverses reprises loué correctement Madame Annie Ducos. Voilà donc, en liberté, livrés à eux-mêmes 3 grands premiers rôles du cinéma. Marais est même devenu un des acteurs les plus astronomiquement payés de l'écran français. Or, de ces étoiles, il ne reste rien. Elles sont au-dessous des débutants les plus faibles. Je ne veux pas opposer le théâtre au cinéma. Il y aurait une comparaison et un classement curieux à établir sur une vaste échelle entre le comédien, qui joue vraiment cinéma, et celui qui ne joue que théâtre. D'un côté Charles Vanel, de l'autre Pierre-Richard Wilm, et nombre de pensionnaires du français. Disons, en passant, que les comédiens les plus doués, d'instinct ou d'intelligence, ont prouvé que l'on pouvait être également apte aux 2 registres, faire spontanément la transposition. Il me suffira de citer chez nous les exemples d'un Rému, d'un Freinet, d'une Madeleine Renaud, et, depuis hier, de l'admirable Serge Reggiani. Nous constatons aussi que le cinéma a donné à ses comédiens complets un goût de la vérité qui ne les quitte plus. Ils ont assimilé profondément 2 disciplines différentes que leurs talents ont harmonieusement fondues. On ne me fera donc pas dire que le cinéma n'est qu'illusion et que ses fantômes s'évanouissent au premier contact avec un texte consistant. Mais le cinéma, dans ses régions les plus commerciales, a créé aussi des étoiles factices, dont le génie essentiel réside dans le fameux sex appeal, c'est-à-dire, pour traduire littéralement, l'appel tout cru au sexe du spectateur et dans une certaine photogénie. C'est le cas, entre autres, de nos nouveaux raciniens,
essayant de nous faire un instant leur avocat. Ils se sont attaqués à la tâche la plus difficile à laquelle même les spécialistes officiels sont aujourd'hui inférieurs. Ces novices, précipités en pleine tragédie classique, ne pouvaient réussir. Mais il est des défaites honorables. Celle des étoiles d'Andromaque est honteuse. Je ne suis pas un fanatique des traditions dramatiques, qui évoluent insensiblement d'âge en âge, et dont personne n'est plus sûr. Si nous voyions réapparaître devant nos yeux la Champmeslé et Montfleury, dans leur création du XVIIe siècle, nous les jugerions peut-être d'une enflure insupportable. Chaque siècle répétait, selon son esprit et ses mœurs, les classiques nationaux. On peut les affubler de modernisme contestable, mais curieux. Mais Andromaque, selon Maret, ne nous surprend pas par ses audaces, ne nous choque pas par ses fantaisies. Elle nous indigne par son néant et par l'extravagante disproportion entre ce néant et la réputation des interprètes, le bruit qui est mené autour d'eux. J'ai assisté pendant des années à cette revue de toutes les sottises scolaires que l'on nomme les concours du conservatoire. Je n'y ai jamais vu un élève, si médiocre fût-il, qui se débattit dans d'aussi misérables et stupides poncifs que cet Oreste, ce Pyrrhus, cette Hermione, cet Andromaque de Sunlight. S'il y avait quelque justice et quelque logique dans le petit univers du cinéma, ces apprentis éhontés ne devraient plus de maintes années trouver un seul engagement, car ils ont eu l'imprudence d'affronter l'épreuve type, celle où l'on triomphe rarement, mais qui ne trompe pas sur vos vraies forces. Ils ont passé leur bachot et attrapé sur toute la ligne un zéro pointé, un contresens ou un non-sens à chaque ligne, une ignorance crasse. On a toujours été indulgent dans cette chronique pour maints comédiens de valeur qui gagnent leur vie au cinéma. Du reste largement, dans un métier 9 fois sur 10 absurde et qui en savent beaucoup plus long que maints réalisateurs. Mais le cinéma utilise aussi des mannequins jolis ou athlétiques, dont on a tout dit quand on a célébré leurs cheveux, leurs soins ou leurs pectoraux. Les étoiles d'Andromaque, je le répète, appartiennent à cette dernière catégorie. Plus de photographes, de metteurs en scène pour vous doper, vous mâcher mètre par mètre votre rôle. Plus de montage où l'on émondera vos niaiseries. On est face à face avec une grande œuvre, chargée d'humanité et de poésie, et l'on s'avère incapable d'en saisir une miette. Quelle révélation! Tout s'explique. Si l'on s'est souvent étonné que Madame Alpha, Madame Ducos fussent malgré leur renommée, mornes, conventionnelles, c'est qu'elles sont bien réellement aussi gauches, réfrigérées, inexpressives, ne sachant pas lever le bras avec naturel. Si elles sont apparues convenables, parfois, nous sommes en droit désormais de penser que ce n'était pas leur faute. Quant à l'atroce Jean Marais, nous n'avions pas besoin de cette piteuse mascarade, dont il est le principal responsable, pour être fixé sur sa nullité, sa trivialité foncière et grinçante, à quoi s'ajoute une prétention de giton adulé, de petit analphabète qui s'est frotté à quelques esthéticiens fourbus et copie grossièrement quelques-uns de leurs tics. Après Alain Lobreau, c'est Philippe Henriot qui l'autre soir a fustigé le Marais, et ses pâles complices. Il n'en faudra pas davantage pour que, dans quelques cafés, quelques arrière-chapelles, quelques petits clans de jeunes nigauds ou de déliquescents, on cria à l'arbitraire politique. Je précise que rien n'est plus bouffon et controuvé. Si les opinions et manifestations politiques des gens de théâtre n'étaient pas, les 3/4 du temps, dépourvues de toute importance, on pourrait même dire que l'affiche de cet Andromaque porte des noms qui sont plutôt de notre bord. L'affaire d'Andromaque est strictement technique.
De pseudo-comédiens se permettent de jouer la tragédie alors qu'ils ne connaissent même pas l'orthographe. Que la puérile indécence de cet attentat ne saute pas aux yeux du plus naïf des spectateurs, que des étudiants qui n'ont plus aucun maître digne de ce nom pourraient s'imaginer que c'est ça, Racine, voilà qui est grave. Voilà ce qui fait d'un cabotinage qui devrait être infime, qu'il suffirait de condamner en 2 lignes dans une société un peu moins abattardie, une espèce d'événement caractéristique de la veulerie et de la crétinisation générale. Nous avions eu, en 1939, à la veille de la guerre, un Britannicus, imaginé par M. Raymond Rouleau, en style simili-totalitaire, qui avait fait dresser maint sourcil fort digne et compétent. Cette charge, évidemment beaucoup trop poussée, était un chef-d'œuvre de tact, de saveur et de style auprès de l'Andromaque 1944. De ce Britannicus à cet Andromaque, nous pouvons mesurer le chemin parcouru en 5 ans vers la barbarie informe et vagissante. L'égorgement de Racine par un Jean Marais est digne d'une année qui voit l'anéantissement des fresques italiennes et de l'architecture gothique sous les bombes des nègres américains. La dernière nouveauté cinématographique, qu'on me pardonne cette double et monumentale impropriété, est une Tino-rosserie qui nous montre, entre autres attractions, le petit Corse dans un numéro de chant swing, ou supposait-elle. On est enclin à en parler avec une grande indulgence quand on sort d'Andromaque. Tino Rossi a sur un Marais un avantage incalculable. Il sait quelque chose, il sait chanter, il est inoffensif, il a une espèce d'utilité publique puisqu'il fait la joie de quelques millions de badauds qui, pendant ce temps-là, ne pensent pas à des bêtises pires. Et la vulgarité est infiniment moins choquante dans un film de Tenorino que dans une représentation de Racine. Comme le craignait François Vineuil dans le préambule de son article, l'interdiction de la pièce Andromaque va profiter à Jean Marais, qui va pouvoir interpréter un de ses meilleurs rôles, celui de résistant de la dernière heure. Ah, ils sont beaux, les résistants de juin 44. C'est un rôle de composition, mais il y est plus convaincant que dans celui de Oreste. Après avoir vaguement participé à l'insurrection parisienne d'août 1944, il s'engage, sur les bons conseils de Cocteau, dans l'armée gaulliste. Quant à Cocteau, il n'est pas inquiété par l'épuration, il saura se mettre tout de suite sous la protection de riches mécènes juifs, qui l'aideront à reprendre sa place au sein de l'avant-garde intellectuelle parisienne. Pour échapper aux justiciers des droits de l'homme de la République gaulo-communiste d'août 1944, Alain Lobreau est contraint à l'exil en Espagne, où il prend une retraite forcée. Quant à François Vineuil, il continue son combat politique en Allemagne, jusqu'en mai 1945.